Comment éviter de piocher dans votre épargne à chaque fois? Comment s'organiser pour que l'épargne tienne le temps et puisse servir à faire nos investissements? Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo d'éducation financière. Je suis M. Brice Kouaou, fondateur du centre L'école de la bourse. Cette question m'a été posée par M. Ingeson Niamele de la promotion de 2023 à la suite des vidéos de la semaine passée sur comment gagner votre premier million à la BFM. En substance, le problème pour lui, c'est que il arrive effectivement à mettre de l'argent de côté, peut-être comme vous, mais il repart prendre cet argent-là. Donc finalement, il n'arrive pas à l'investir. Donc il n'arrive pas à la troisième étape du processus d'enrichissement. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 3 techniques pour pouvoir mieux organiser vos finances personnelles pour éviter à chaque fois de recourir à votre épargne. Asseyez-vous et on démarre. Déjà, la première chose à savoir, c'est que les sollicitations pour lesquelles il est possible de recourir à son épargne, nous tous, nous vivons ces sollicitations. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'endettement, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on est tous en Afrique, on est tous en Côte d'Ivoire, on a tous à peu près les mêmes paramètres. Donc il faut se dire que si certaines personnes arrivent à mettre de l'argent de côté et à conserver cet argent-là, et que vous n'y arrivez pas, c'est de l'ordre plutôt de la technique, de la méthode, plutôt de l'ordre de non, c'est eux, ils sont pas comme moi, on a tous des parents malades, on a tous des funérailles à traiter, et je vais vous le montrer même. Donc ça, c'est déjà le premier principe qu'il faut comprendre. Maintenant, le deuxième principe, c'est bien, on a dit ça, mais concrètement, comment on s'organise pour pouvoir justement maintenir l'argent de l'épargne en épargne afin de pouvoir éventuellement l'investir. La première clé que je vais vous proposer, c'est le fait dans votre budget de fonctionnement d'avoir une ligne qu'on appelle les imprévus. Ça va vous paraître évident pour certains, mais beaucoup de gens n'ont pas d'imprévus dans leur budget. Ou beaucoup de gens leur budget d'imprévus ne fonctionne pas bien. Donc, qu'on puisse se comprendre, comme vous savez, à l'école de la bourse, on fait des cas pratiques. Donc, je vous partage maintenant cette image-là, qui est la liquidation de mon budget d'imprévu le mois d'avril 2024. Donc, en principe, à ce moment-là, l'image déjà se superpose. Donc, je vais maintenant regarder l'ordinateur. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est une sorte, c'est en milliers. Donc, c'est 149 500. Donc environ 150 000. 150 000, c'est mon budget d'imprévu mensuel. Donc, déjà, première chose que je dois vous dire, à quoi sert le budget des imprévus et pourquoi c'est important d'en avoir. C'est pour ceux qui déjà n'en ont pas. Quand on fait le programme en début de mois, comme je dis toujours, au début du mois, tout le monde sait gérer l'argent. Tout tombe, tout est nickel. C'est pas le problème. Après, dans l'exécution, il y a des choses qu'on n'a pas prévues et il y en aura toujours. Sortez de l'idée de vous avez fait un budget et puis ça va rester. Non, il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues qui surviennent. Donc, être conscient que je ne peux pas tout appréhender. Donc, je dois définir un montant dans mes revenus qui est dédié à tous ces postes qu'on ne voit pas venir. Donc, c'est le rôle du budget des imprévus. Deuxième chose, comment ce budget-là fonctionne? Donc, vous êtes là, vous exécutez normalement votre budget, c'est-à-dire repas familial, carburant, facture, et vous allez avoir justement des sollicitations, des situations ponctuelles. Donc, ce budget-là vous permet d'adresser la question. Donc, si je prends le cas d'avril 2024, vous voyez, soutien funérailles auprès de tonton X. Bon, pour des raisons que vous devinez bien, j'ai enlevé les noms des gens. Donc, comme je vous ai dit, les funérailles, là, il y en a partout. Il y en a même dans ma famille. Vous voyez, 40 000. Donc, on est là, tous, comme vous, et puis on nous dit, ah, il y a les funérailles de X, tu dois y aller. Je dis, mais pourquoi je dois y aller? Et tu dois y aller.
Bon, ok, on y va. Donc ça, c'est un imprévu. Ouais, 40 000. Ensuite, transport, visite, plus lait, plus première tranche, don accouchement, Y, Z, Z, Z. Tout le monde accouche. On accouche aussi dans ma famille. Même exercice. Tu définis un montant et puis tu vas. Donc, je m'appesantis sur un aspect. Quand on a un budget d'imprévu, le risque qu'on court en général, c'est que quand les requêtes arrivent, on est tenté d'y faire face avec toute la demande que la personne formule. Donc, quelqu'un te dit, j'ai un problème, par exemple, mon problème c'est 100 000, et tu as un budget d'imprévu de 150 000. Donc, tu te dis, ah, je peux l'aider. Et tu visualises un peu les 100 000 qu'il demande, et puis tu te dis, je peux lui donner 100 000 puisque j'ai 150 000 de budget d'imprévu. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait jamais. Les imprévus, là, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il est rare que vous ayez une seule situation à traiter dans un mois. Donc, vous ne devez pas, quand vous recevez une sollicitation, charger le problème de la personne en vous disant que comme il a besoin de 100 000, je dois forcément lui donner 100 000. Si vous réfléchissez comme ça, vous allez épuiser rapidement votre enveloppe des imprévus. Donc, moi, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que je tiens compte du fait que je n'ai que 150 000. Je tiens compte du fait qu'il y a rarement un seul imprévu et j'essaye, comme vous voyez là, de limiter les contributions pour pouvoir adresser plusieurs questions. Donc, si je reprends le cas d'une demande que vous auriez reçue de 100 000, donnez 50 000. Ayez cette habitude-là, quand vous recevez les demandes, de les diviser en deux et de laisser passer même quelques jours. Parce qu'il ne faut pas envoyer un message aux gens du genre, dès que tu demandes, dès que tu reçois, et tu reçois la quantité que tu as demandé. Si vous faites ça, les gens vont vous identifier comme quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Et donc, ils vont se déresponsabiliser sur vous. Donc, dans l'exemple des 100 000, donnez plutôt 50 000. Donc, ça, c'est la première approche, la première technique que je pouvais vous partager. Donc, comme vous pouvez le voir, les situations que M. Niamele évoquait nous arrivent aussi. Mais un premier niveau est absorbé à travers ce budget-là. Donc, à ce stade de cette vidéo, vous pouvez déjà réfléchir. Si vous n'avez pas de budget d'imprévu, vous devez en constituer. Concernant le pourcentage, je n'ai pas de pourcentage de salaire, de salaire à vous proposer. Au début de ma carrière, c'était 15 000. J'avais 156 910, donc 10%. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais vous devez pouvoir, en notant vos dépenses, avoir une idée des imprévus que vous croisez déjà. Donc, on va utiliser plutôt l'expérience pratique. Donc, plus vous notez vos dépenses, si vous ne le faites pas déjà, ça, on a déjà beaucoup expliqué. Je n'ai pas fait vidéo pour dire noter les dépenses. C'est un principe qu'on a déjà expliqué. Beaucoup de gens ont déjà fait beaucoup de jolies vidéos dessus. Si vous voulez faire finance personnelle, la base, c'est la loi de la mesure. Il faut noter les choses. Donc, c'est en notant que vous comprenez où votre argent va vraiment et que vous réallouez les différents budgets. Donc, sur la partie comment faire la dotation pour le budget, je n'ai pas de taux à vous proposer, mais vous pouvez prendre 10% juste pour réfléchir, mais surtout c'est en notant que vous aurez la proportion. Dernière idée, c'est sur les reports. Quand vous finissez de faire une enveloppe comme imprévu, il arrive des mois où il reste de l'argent dedans. Il faut reporter au mois suivant. Pourquoi? Parce que malheureusement, les imprévus, là, c'est-à-dire ce que tu n'as pas eu ce mois-ci, là, malheureusement, le mois prochain, tu peux avoir une version plus compliquée. Donc, il faut que votre budget s'auto-alimente dans les reports de sorte que vous ayez des marges de manœuvre pour faire face aux situations. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est une meilleure gestion de vos revenus annexes, de vos revenus complémentaires. Pour certaines personnes, à part le salaire, il existe des revenus complémentaires. Par exemple, les primes, par exemple, les frais de mission, par exemple, les gombos pour les enseignants à l'époque. Bon, ça continue, je pense un peu, les cours de renforcement, les ventes de fascicules et tout ça. Ce que moi j'ai remarqué, en tout cas quand je fais les cours de gestion, c'est que les gens sont
plus ou moins rigoureux avec leur salaire. Mais avec leur revenu annexe, c'est comme si c'est, ouf, dans ce territoire-là, je peux me laisser aller. C'est pas une bonne façon d'appréhender la question. Les revenus annexes sont une source de revenus précieuse pour vous permettre de vous réaliser et pour permettre justement de faire face aux sollicitations de sorte à ménager votre salaire et à ne pas toucher votre épargne. Mais pour qu'on puisse bien comprendre, on va faire aussi un autre cas avec moi-même ma situation financière. Donc, le tableau qui s'affiche maintenant, c'est le tableau des honoraires que j'ai reçus à l'école de la Bourse en juillet 2022. Donc, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, j'ai été longtemps salarié entrepreneur. Donc, j'avais un emploi, j'étais comptable d'une institution internationale et j'étais entrepreneur. Mon entreprise s'appelle l'école de la Bourse. On forme et on accompagne ceux qui veulent investir à la BFM. Donc, je gagnais de l'argent sur deux tableaux. Le revenu principal, le salaire, et les revenus complémentaires, l'école de la Bourse. Donc, ce que vous voyez actuellement, c'est la liquidation des honoraires de juillet 2022. Donc, j'ai reçu 970 000 en juillet 2022. Et comme vous pouvez le voir, il y a une partie qui est allée en épargne et il y a une partie qui a servi à divers et variés. L'élément qui m'intéresse ici, c'est la partie soutien, achat, moto, cousin, YZ. Dans les imprévus dont on a parlé tout à l'heure, il y a, si je peux le dire ainsi, deux types d'imprévus. Il y a des imprévus d'une certaine taille. Donc, comme j'ai dit, aller aux funérailles, ça c'est 50 000 francs. Quelqu'un a accouché, 50 000 francs. C'est des choses en fonction de la taille du budget, en fonction de la taille du budget que vous avez défini pour vos imprévus. Vous devriez pouvoir y faire face avec le budget des imprévus. Mais il y a d'autres types d'imprévus qui viennent et qui sont plus compliqués à traiter. Non seulement ils sont plus importants, mais ils ont un caractère un peu plus urgent. Donc, moi, je les appelle des dépenses exceptionnelles. Exceptionnelles en raison de leur nature, de leur montant et de leur fréquence. Donc, ici, en juillet 2022, qu'est-ce qui s'est passé en gros? J'ai eu, comme je dis, un cousin qui s'est dit qu'il allait évoluer dans le domaine de la traite du cacao en Côte d'Ivoire. La traite du cacao, c'est aller être pisteur, trouver la matière première pour les acheteurs. Et la base de cette activité-là, c'est de pouvoir se déplacer. Donc, il avait besoin d'une moto. Donc, quand on s'est parlé en famille, il fallait trouver 500 000 francs. Il fallait le faire rapidement en raison de X, Y, Z. Donc, cette dépense, par exemple, achat d'une moto, 500 000, il faut que ça dépasse largement le budget des imprévus. Même avec 3 mois d'imprévus, tu ne peux pas y faire face. Donc, une bonne gestion de vos revenus annexes, de vos revenus complémentaires, vous permet d'adresser ce type de questions-là. Donc, ici, vous voyez, j'ai pu donner ma contribution de 300 000 à travers l'exécution des revenus complémentaires sans justement aller solliciter l'épargne. Sur ce point-là, je veux vraiment attirer votre attention parce que quand je fais, comme je dis, la gestion, l'accompagnement, je me rends compte que beaucoup de gens ne mesurent même pas. Donc, ils ne se rendent même pas compte à quel point cet argent-là peut les aider à traiter des questions. Je vais prendre juste un exemple. Il y a un infirmier dans l'école qui avait une promotion 2018, 230 000 de salaire. Et quand il a fait le parcours à l'école de la Bourse, on a eu à parler de gestion à un moment et j'ai attiré son attention sur ce point-là. Et quand il a fait la mesure, il était à 120 000 de, je le dis comme ça, de pourboire. Bon, ne me demandez pas comment un infirmier fait pour avoir pourboire. Je ne sais pas. Il vous dit juste, il avait 230 000 de salaire, 120 000 de à côté. Donc, vous voyez que juste parce qu'il s'est mis à noter, il s'est rendu compte que ce qu'il avait sur le côté, un ton, là, ça fait pratiquement la moitié de son salaire. Et justement, s'il gère bien cet argent-là, ça peut lui permettre à la fois d'adresser les imprévus, ça peut lui permettre à la fois de faire des projets et ça peut lui permettre aussi d'investir. Donc, il faut vraiment que vous compreniez ça, que ce soit avec mes chiffres, avec les chiffres de ce monsieur, vos revenus annexes, vos revenus complémentaires sont précieux pour pouvoir adresser les dépenses exceptionnelles et ménager ainsi votre salaire et par voie de conséquence votre épargne. Dernière technique
ou dernière approche pour pouvoir conserver son épargne en l'état, c'est de revenir au but de l'épargne que vous avez constituée. Donc, on va faire aussi un cas pratique pour que vous compreniez. Certaines personnes disent en substance ceci: je peux avoir de l'argent et puis mon ami, mon frère sang a des problèmes et puis il ne les regarde pas, il les laisse comme ça. Vous savez, vouloir aider quelqu'un, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vouloir aider quelqu'un en, comment je peux dire ça même, en, je ne dirais pas en fuyant, mais de sorte que à la fin, je ne puisse pas faire face à mes engagements, ce n'est pas très sage et ça ne répond à rien du tout. Quand vous prenez même dans la Bible, il y a la parabole des 10 vierges. Vous verrez que ces 10 vierges qui allaient accueillir leur fiancé, et il y avait 5 qui avaient, les 10 avaient des lampes, et 5 avaient une provision de lampes, d'huile plutôt pour leurs lampes, cette provision leur a permis de tenir le temps, parce que le fiancé avait duré, alors que les autres, leur huile était finie. Donc, quand l'huile est finie, ils ont demandé, on dit, non, on ne peut pas vous donner, si on vous donne, nous tous on sera dans le noir. Et elles sont allées chercher l'huile, et bon, quand elles sont parties, le fiancé est revenu. Et si vous remarquez bien, cette parabole dans la Bible, on ne présente pas les 5 vierges qui ont refusé de donner de l'huile comme des vierges méchantes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la méchanceté là, on les présente comme des vierges prévoyantes et les autres comme des vierges insensées. Donc ne croyez pas que aider les gens en vous mettant en difficulté, ça fait de vous quelqu'un qui est gentil. Ça fait de vous quelqu'un qui est insensé. Ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas prévoyant. Parce qu'il oublie qu'il a sa propre responsabilité sur sa vie, sur ses ayants droit, qui n'a rien à voir avec le fait d'aider ou pas quelqu'un. Maintenant, comme vous me connaissez, à l'école de la bouche, on va faire un cas concret et puis vous allez vous-même en tirer toutes les conclusions. Oh là, il n'y a pas de tableau Excel. C'est une histoire vraie que je vais vous raconter et puis vous allez vous-même tirer toutes les conclusions. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, j'étais à la ville, il y avait un professeur de mathématiques qui était dans un lycée. Et il était dans le lycée, il vivait sa vie et tout ça. Et il a croisé une élève de 4e qui lui a plu. Et il a fait la cour. Bon, au début, les parents ne voulaient pas, fâchés, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis bon, il a enceinté, donc ils ont dû laisser faire. Et puis bon, c'est devenu sa femme. Et ils ont continué leur vie tranquillement. Ce professeur de mathématiques-là était un aîné de famille. Et c'était un aîné de famille qui s'était dit, comme certains Africains, qu'il doit insérer tous ses frères et sœurs d'abord avant de fonder sa famille. Et c'est ce qu'il a fait. Il a inséré tous ses frères et sœurs d'abord. Puis, il s'est autorisé à avoir une relation, comme j'ai dit. Ce n'est pas une bonne relation, je ne suis pas là pour justifier les relations professeur-élève. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Et elle est tombée enceinte, ce que j'expliquais tout à l'heure là. Donc, comme il était déjà, comme vous devinez, un peu âgé, malheureusement, il est décédé quelque temps après. Donc, voici la fille, je suppose, hein, peut-être 17 ans, 18 ans, après quelques années quoi, de mariage, avec un enfant et avec le monsieur qui est parti. Donc, cette fille-là va se retourner maintenant vers la famille pour dire, ah, votre frère est décédé, bon, on était ensemble, on a fait un enfant et tout ça. Et vous devinez déjà la suite de l'histoire, si vous êtes en Afrique. Ses frères et sœurs pour lesquels il s'est sacrifié toute sa vie pour que chacun soit inséré là, ils ont renoncé à aider cette femme-là et à aider le fils de cette femme-là, qui est d'ailleurs leur neveu. Donc tout le monde s'est défilé et puis dans ça, bon, ce qui est sûr, on te revient, patati patata, est-ce que l'enfant là même il est vraiment de notre frère, etc., etc. Ils ont laissé la dame comme ça. Donc, ce sont les collègues du monsieur. Parce qu'elle est repartie maintenant à l'école, voir les collègues. Puis elle était élève, donc elle a accès à l'école, elle a accès à tout le monde. Expliquer la misère. Ce sont les collègues du monsieur
qui chaque année font un genre de tontine ou de cotisation, en tout cas là, pour scolariser cet enfant-là. Et comment moi j'ai su ça? C'est un des enfants de ces profs de mathématiques là, qui est membre de l'école de la bourse et qui me partageait cette histoire-là. Bien sûr, je tais les noms, je tais les villes, pour ne même pas qu'on retrouve quoi que ce soit, mais c'est une histoire vraie. Donc, elle a grandi avec son père qui chaque année cotise avec ses collègues pour scolariser quelqu'un. Elle ne comprenait pas. Et c'est là le père lui explique. Donc, vous devez bien comprendre ceci. Vous êtes responsable de votre famille et de vos enfants. Dans le sens où, si demain vous n'êtes plus là, c'est ce que vous aurez réalisé, c'est ce que vous aurez laissé là. C'est avec ça qu'ils vont fonctionner. Mais si vous avez passé votre temps à aider divers et variés, au point de compromettre eux leur avenir, vous n'aurez pas été gentil, vous aurez été insensé du point de vue de la Bible. Parce que vous n'aurez pas prévu, vous n'aurez pas anticipé le fait qu'à un moment vous pouvez partir et donc il faudrait qu'eux ils puissent continuer. Maintenant il y a d'autres qui disent oh moi je ne peux pas tout ça là mon problème, je fais pour moi, le reste là c'est entre eux et Dieu. Mais à quel moment Dieu vous a dit que vous devez vous déresponsabiliser et responsabiliser quelqu'un en disant parce que je l'ai aidé, le sous-entendu, c'est si je ne suis pas là, lui doit s'occuper de mes enfants. À quel moment vous avez passé ce contrat-là? Vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. Est-ce que quand la personne est venue prendre son aide là, vous lui avez dit, l'aide que je te donne là, c'est dans l'épargne de mes enfants, j'ai pris, hein. Donc si demain je ne suis pas là, il faut les scolariser. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Donc vous ne pouvez pas en arriver à ces genres de conclusions bizarres là, où moi j'ai fait pour moi, le reste là, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va descendre scolariser vos enfants. Non, je suis désolé. Donc vous êtes responsable de vos enfants, de leur avenir financier, de votre famille, beaucoup plus que d'aider vos amis ou je ne sais quelle autre sollicitation que vous avez. Donc je ne fais pas cette vidéo pour vous dire de ne pas aider les gens. Je dis juste qu'il y a comme une construction financière qui permet d'intervenir sur les différents cas et d'en arriver à ne pas toucher l'épargne pour les aider. Parce que l'épargne a une fonction. Par exemple, vous avez une épargne pour les études de vos enfants, vous avez une épargne pour votre retraite. Il faut vous rappeler, c'est pour ça que je dis que cette vidéo est très particulière, ce troisième point est très particulier. Il faut vous rappeler du but, du pourquoi j'ai constitué cette épargne-là. Et c'est ce pourquoi-là qui va m'aider à ne pas aller toucher. Sinon, si j'ai l'impression que c'est de l'argent qui est là, sans raison, oui, forcément, si j'ai une sollicitation, je vais prendre pour aller faire. Donc, votre épargne doit avoir une mission. On a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Elle doit avoir un but. Et c'est ce but-là qui doit vous aider à vous contrôler. Voilà. Donc, voilà les 4 clés que je voulais vous partager, les 3 clés que je voulais vous partager. Donc, je récapitule. La construction d'un budget des imprévus qui permet d'adresser les questions d'un certain niveau en veillant, comme je l'ai dit, à diviser les montants des sollicitations en 2. Et puis vous exécutez votre budget comme ça progressivement. Deuxième, une meilleure gestion de vos revenus complémentaires pour pouvoir, quand les montants de sollicitation sont plus importants, ce que j'appelle dépenses exceptionnelles, être capable d'adresser la question sans recourir à l'épargne. Et troisième question, troisième idée, gardez à l'esprit que ce que vous avez mis de côté, vous avez mis ça pour certaines raisons. Donc, vous ne pouvez pas chaque fois aller retirer, aider les gens, et puis vous dire, bon, Dieu va s'occuper du reste. Regardez juste aujourd'hui, on a des reportages qui sortent, Canal Horizon, NCI Live. Regardez la vie des veuves, regardez la vie des orphelins, regardez la vie des gens qui ont perdu leurs parents. Vous allez voir que le monde dans lequel on était, parce que moi je suis des années 80, je comprends bien ce que vous dites, le monde dans lequel on était où les tantes, les oncles, les cousins interviennent là. Ce monde-là, en tout cas, il est en grande partie déjà fini. Aujourd'hui, là, la vie est trop dure pour que quelqu'un aille charger l'enfant de son camarade. Donc, vous devez maintenir les épargnes, vous devez maintenir les investissements que vous avez construits pour votre famille, peu importe les sollicitations. Maintenant, peut-être, petite ouverture, on peut me dire, mais coach, et en cas de vie ou de mort, si quelqu'un, on dit, il est à l'hôpital là-bas, on a besoin de, je sais pas, 500 000 ou de 300 000 pour le soigner. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà répondu à cette question.
l'épargne de précaution. Donc, il y a une partie de votre épargne, effectivement, qui est dédiée à ces cas vraiment qui sortent de toute la construction que je vous ai donnée. Où il faut là de l'argent et on ne peut pas faire la philosophie. Notamment les cas de vie ou de mort. Donc là, effectivement, vous pouvez prendre votre épargne, mais pas n'importe laquelle, l'épargne de précaution, parce qu'elle a été construite pour ça. Mais à part les cas de vie ou de mort, là, les histoires de tu ne payes pas ton loyer, ta femme doit accoucher. Il y a quoi qui est surprenant dans ta femme va accoucher? À quel moment tu t'es réveillé et puis elle était enceinte et puis tu ne savais pas? Non, il faut être sérieux à un moment. Tu as tes problèmes là, tu les connais. Moi, mon rôle, c'est de t'aider. Mais ce n'est pas de me mettre en difficulté parce que toi, tu n'arrives pas à bien gérer ou bien organiser tes finances. Donc, M. Ingeson Yameli, voilà les 3 clés que je voulais vous proposer à vous et à tous ceux qui ont les mêmes questions. Comment ne pas à chaque fois aller recourir à son épargne? Voilà 3 pistes que je voulais vous partager. Si vous avez aimé cette vidéo, des commentaires, des likes me feraient plaisir. Et si vous voulez aller plus loin dans vos finances personnelles, l'école de la bourse que je dirige a différents programmes. Un programme de formation et d'accompagnement sur la gestion du salaire et du budget familial. Justement, on revient en détail sur toutes ces questions-là dans votre situation précise et on essaie de voir comment on peut vous aider à remettre de l'ordre dans vos finances. Ce cours est disponible uniquement en ligne et donne droit à un accompagnement. On a aussi notre best-seller, le cours sur la BFM. Donc, tous ceux qui ont déjà de l'épargne, qui savent garder et qui veulent maintenant l'investir. Donc, on forme et on accompagne les investisseurs du marché depuis novembre 2015 avec le soutien du programme d'éducation financière du ministère des Sceaux nationales de Côte d'Ivoire et d'autres acteurs du marché. Donc, si aussi ça vous intéresse, vous verrez en description de la vidéo les différentes dates et tout ça. Et dernier élément, pour ceux qui investissent déjà en bourse, on a comme un club dans lequel on partage de la recherche grâce à nos différents partenaires et qui vous permet de prendre des décisions d'investissement sans vous fatiguer. Parce qu'à la base, ce qu'on doit acheter, là, on sait. Voilà, les études sont déjà là. Quand tu as les bonnes informations, tu conduis juste ta politique d'investissement tranquillement. Donc, ça s'appelle EDB Assistance. Et si ça vous intéresse en tant qu'investisseur en bourse, vous pouvez effectivement nous contacter pour avoir plus de détails. Merci à tous, merci à toutes et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.